Bonjour à tous et bienvenue dans En toute franchise, comme tous les dimanches matins, en partenariat avec Le Parisien. Bonjour Michel Barnier. Bonjour merci beaucoup d'être avec nous ce dimanche matin. Vous, ancien Premier ministre, ancien commissaire européen, aujourd'hui député de Paris, beaucoup de questions à vous poser. Elles le seront par Arlette Chabot. Bonjour Arlette, bonjour. Éditorialiste politique TF1 LCI. Et Marion Bourg, chef du service politique du Parisien. Bonjour Marion. Frédéric Delpech viendra tout à l'heure pour son tac au tac. Mais d'abord, c'est la tradition, Michel Barnier. 3 questions, vous répondez par oui ou par non. Et on développe évidemment dans la foulée. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a signé un décret pour réformer l'aide médicale d'État, l'AME, en luttant contre la fraude. Il espère 180 millions d'économies à terme. Est-ce que c'est un bon début? Est-ce que vous lui dites bravo? Oui ou non? Je lui dis que c'est un bon début. Mais qu'il faut continuer si c'est un début. On verra comment. Le candidat LR sèchement battu par un candidat ciottiste soutenu par le Rassemblement National. C'était dimanche dernier, c'était en Haute-Savoie. On rappelle que vous êtes le Savoyard. Évidemment, c'est votre fief. Fier de l'être. Est-ce que les LR ont encore un avenir? Oui, c'est toute la question. La question, c'est est-ce que ça sert à quelque chose de voter LR? Moi, je pense que oui. On verra comment. On verra comment. C'est tout l'objet de cette émission. Selon la presse, Bruno Retailleau s'apprêterait à annoncer sa candidature à la présidentielle, avant les municipales, donc. Est-ce que vous le soutiendrez? Je suis très proche de Bruno Retailleau. On n'en a pas parlé, donc j'attendrai de savoir pourquoi il veut se présenter, pourquoi si tôt. Et vous nous direz si il est lui-même encore l'avenir de LR. On parlera évidemment à vous, l'ancien commissaire européen de l'Europe, dans l'adversité. Comment peut-elle avancer face aux coups de boutoirs américains? Mais d'abord, on revient à cette interview du Premier ministre Sébastien Lecornu qui annonce sa feuille de route pour les mois qui viennent dans la presse quotidienne régionale. Il récuse, s'agissant du vote du budget, le reproche d'avoir négocié avec les socialistes. Que fallait-il faire? Discuter avec le RN, demande-t-il, ce n'était pas acceptable. Fin de citation. C'était pour lui le seul chemin possible, le compromis. Il ne pouvait pas faire autrement. Il fallait discuter avec le Parti socialiste. Moi-même, j'ai essayé. Lorsque j'ai eu l'honneur d'être nommé Premier ministre il y a un peu plus d'1 an, en septembre 2024, évidemment, j'ai appelé les dirigeants socialistes pour discuter avec eux, négocier avec eux. Ils ont fermé la porte aussitôt, en me disant que, parce qu'ils avaient une sorte d'accord avec M. Mélenchon, le premier Premier ministre, après la dissolution, devait être de gauche. Je n'étais pas de gauche, donc ils m'ont censuré a priori, avant même que j'ouvre la bouche. Peut-être il fallait quelqu'un pour essuyer les plâtres, et c'est ce que j'ai dû faire. Et donc Bayrou et ensuite Lecornu ont pu discuter avec le Parti socialiste. Mais c'est une chose de discuter, c'en est une autre de céder à un chantage. Chantage des socialistes. Oui, c'est un budget socialiste. C'est un budget d'inspiration socialiste, où on ne préserve pas, on ne prépare pas l'avenir. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit, je crois que M. Attal a dit la même chose. C'est un budget qui reporte sur les futures générations, sur les jeunes, les difficultés, les impôts, les dettes, et donc ça, c'est pas bien. Et toutefois, le groupe LR, lui, oui, dans cette interview, le Premier ministre remercie les députés républicains, et Laurent Wauquiez, il le cite, de ne pas avoir voté la censure. Vous-même, vous aviez hésité pendant un moment, voter, oui, je me suis posé des questions, mais je veux dire la vérité, je me suis posé des questions de cohérence, parce que le budget que j'ai présenté est réduisé d'un point, un point. Et c'était le début, le déficit, parce que c'est pas normal et c'est pas responsable que de reporter 3200 milliards de dettes, près de 65 milliards d'intérêts d'emprunt chaque année, sur les générations futures. C'est pas bien. Et donc c'est pas responsable, ce que j'appelais la dette financière, que je mets d'ailleurs en parallèle avec la dette écologique. Je pense que l'effort n'est pas suffisant. Et finalement, on a eu à discuter et choisir entre la logique qui aurait été de ne pas voter ce budget et puis la raison. Il y a tellement de secteurs, c'est un budget par défaut, il y a tellement de secteurs qui ont besoin de l'argent du budget, le budget agricole, les agriculteurs, l'industrie de la défense, donc c'était raisonnable de voter ce budget, mais c'est pas glorieux. Voilà ce que je veux. Justement, on a un budget, on a encore un Premier ministre. Est-ce que finalement la méthode Lecornu n'a pas bien plus marché que ce que vous pouviez attendre de lui? Non, mais moi, je souhaite de la stabilité, je souhaite que le gouvernement puisse tenir, mais à quel prix ?
Vous le trouvez trop prudent, le Premier ministre ? C'est pas de la prudence. Il faut être responsable et je pense qu'on aurait dû borner la discussion avec le Parti socialiste de manière plus rigoureuse, de ne pas tout lâcher. Lâcher des impôts en plus, ne pas réduire les dépenses. Et puis lâcher la réforme des retraites, qui est une des seules grandes réformes du quinquennat précédent ou du quinquennat actuel, et le reporter sur plus tard. On sait bien qu'on ne peut pas payer les retraites. Les jeunes actifs d'aujourd'hui, on ne pourra pas payer leurs retraites. On le sait, tout le monde le sait. Donc il faut dire la vérité aux gens. Donc il faut faire des efforts. Et si on parle un langage de facilité ou qu'on lâche tout, on a un problème. Maintenant, je pense que le Premier ministre a fait ce qu'il pouvait. Donc c'est pas... Donc il n'aurait pas pu faire autrement. C'est ce qu'il dit dans l'interview ce matin. C'était le seul chemin possible. Difficile de juger de l'extérieur. Moi, je suis maintenant à l'Assemblée nationale grâce aux Parisiens qui m'ont fait confiance pour les représenter, en tout cas le 7e, 6e et 5e arrondissement. Et je suis très heureux de me retrouver là avec une légitimité démocratique qui me permet de vous parler d'ailleurs autrement que comme un ancien Premier ministre ou un ancien ministre. Mais c'est difficile de juger. Je pense qu'on aurait dû borner davantage cette discussion et demander au Parti socialiste davantage de responsabilité. Ils se sont aperçus qu'ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient, donc ils ont continué. Encore une fois, ce budget ne prépare pas l'avenir. Et l'avenir sera plus difficile. Et les efforts qu'on ne fait pas aujourd'hui, ce sont des impôts pour demain. Alors, il fait des efforts, quand même, il les annonce ce matin, en tout cas, Sébastien Lecornu, dans la PQR, la presse quotidienne régionale, et il annonce notamment sur la question de l'AME, qui est une question sur laquelle LR s'est beaucoup penché, l'aide médicale d'État. Il annonce signer 2 décrets qui seront publiés aujourd'hui au journal officiel pour réformer, notamment lutter contre la fraude. 180 millions d'économies espérées. C'est une perspective qu'il précise. Est-ce que c'est suffisant ? Non, c'est pas suffisant. D'une manière générale, la fraude sociale et la fraude fiscale sont des réserves d'argent public qu'on doit économiser ou qu'on peut préserver. Et je pense qu'il y a des efforts à faire. Certains disent 15 ou 20 milliards de fraude dans ce pays. Et donc, il faut mettre à plat. J'avais moi-même imaginé de remettre à plat, par exemple, la carte vitale, de changer toutes les cartes vitales à la faveur de changements sur les cartes d'identité pour vérifier alors ça, que... c'est la fraude sociale. Là, c'est l'AME, oui. 180 millions, qui coûte 1,2 milliard aujourd'hui. Oui. Bon, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'est une bonne mesure que de vouloir je pense qu'on peut pas, un bon début. Je voyais la décision du Conseil d'État récemment. Nous avons des problèmes très sérieux sur l'accueil de toutes les personnes qui veulent venir en France. Il faut préciser la question du Conseil d'État, Arlette. Oui, c'est-à-dire que le Conseil d'État incite les préfets à accorder des titres de séjour pour soins à des réfugiés qui étaient déjà dans un autre pays européen, au prétexte qu'ils seraient mieux soignés en France que le pays d'où ils viennent. Oui. C'est acceptable ou ce n'est pas acceptable, selon vous ? Moi, je pense qu'il faut faire attention maintenant à ne pas continuer à ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres. Et donc dire clairement qu'on ne peut pas accueillir tout le monde dans ce pays, faute de quoi on continuera à le déstabiliser. Il faut mieux accueillir ceux qu'on accueille. Mais il y a un problème très sérieux qui d'ailleurs m'a conduit il y a 2 ou 3 ans à proposer un moratoire sur l'immigration pour mettre à plat toutes ces procédures, notamment l'AME. Je viens de déposer avec un jeune député de Renaissance, d'ailleurs Charles Hotwell, une proposition de loi pour étendre la durée de rétention de 90 jours à 210 jours. C'est l'affaire de la jeune Philippine qui a été assassinée par une personne qui aurait dû être retenu en prison ou expulsé. Donc il y a des choses à faire. Si on ne les fait pas, nous, on sait bien qui va le faire. Juste sur le Conseil d'État, Michel Barnier, hier Marine Le Pen, dans un tweet, a dénoncé une honte dans cette décision qui consiste effectivement à accorder un nouveau droit d'accès à titre de séjour pour raison médicale. Est-ce que vous estimez que ça va dans le bon sens, cette décision du Conseil d'État ? Je ne vais pas me prononcer sur les déclarations de Mme Le Pen, ni maintenant, alors, ni sur ni le plus Conseil tard. d'État. Mais je pense qu'il y a à corriger cette loi et à éviter, encore une fois, qu'on soit amené à payer tout et n'importe quoi. Il faut revenir sur cette décision du Conseil d'État ? Je pense que la loi, on doit évaluer cette raison et les raisons de cette décision, parce que le Conseil d'État applique la loi. Donc si la loi permet d'ouvrir toutes les portes et les fenêtres sans contrôle, il faut corriger la loi. Sur la... Arlette, pardon ? Non, vous mettez en cause, votre parti met en cause parfois le Conseil constitutionnel, aujourd'hui le Conseil d'État,
Non, je ne mets pas en cause le Conseil constitutionnel ni le Conseil sur d'État. certaines décisions concernant l'immigration. Je dis que sur les sujets d'immigration, il faut faire attention. Et moi, je ne cherche pas à suivre Mme Le Pen ou qui quoi que ce soit. Je pense qu'il faut apporter des solutions aux problèmes qui se posent. Je vous ai parlé des OQTF qui, parce qu'ils sont en liberté, peuvent dans certains cas, commettre des actes très graves, très graves. Il faut corriger la loi. On est quelquefois soumis à une jurisprudence de la Cour de justice européenne ou de la Convention européenne des droits de l'homme qui implique des lois qui ne sont pas conformes à ce Vous n'avez pas eu toujours cette prudence. Quand vous étiez candidat en 2021, vous aviez fait sensation, et d'ailleurs aujourd'hui, vous êtes repris, en demandant un moratoire. Je viens de vous le répéter. Plusieurs années. Je viens de vous le dire. Je viens de vous dire. Et qui nécessitait des réformes, effectivement. Je viens de vous dire la même chose. Je viens de vous dire ça exactement, Madame Martichoux. Je viens de vous dire que j'étais partisan, comme l'a dit d'ailleurs le garde des Sceaux, qui a bien voulu me citer, d'un moratoire, d'un arrêt des flux d'immigration pour mettre à plat, M. Darmanin. Je suis partisan d'un référendum, d'ailleurs, sur certaines questions liées à l'immigration, par exemple l'établissement de quotas par le Parlement, ou les questions du regroupement familial. Il y a des choses qu'il faut corriger nous-mêmes et le faire avec rigueur, avec humanité. Sinon, on sait bien qui va le faire avec d'autres méthodes. C'est une urgence ? Oui, je pense que c'est une urgence. Ce n'est pas la seule urgence dans ce pays. Il y a tellement d'urgences. C'est une urgence pour traiter les problèmes. Ce que nous demandent les citoyens, ceux qui nous écoutent, ce n'est pas des discours, des incantations ou des vœux, c'est de traiter les problèmes, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces propositions. Et ce qu'il faudra faire, d'ailleurs, au lendemain de l'élection présidentielle. Alors, sur la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, vous n'aviez pas eu le temps d'avancer. Sébastien Lecornu dit qu'il n'y aura pas de débat au Parlement. J'ai pas eu beaucoup de temps, en général. Ce sera un décret, donc pas de débat au Parlement. Il a raison. Il a raison d'aller vite, parce qu'on a perdu beaucoup de temps, y compris d'ailleurs dans le premier quinquennat de M. Macron. On a pris des mesures au départ d'affaiblissement de la filière électronucléaire, pour ensuite refaire le contraire, dire il faut 6 EPR et 8. Je crois que les mesures qui sont proposées dans ce décret sont correctes. On a besoin de l'énergie nucléaire. On n'a pas besoin seulement de l'énergie nucléaire, on a besoin d'économiser l'énergie. Je rappelle que le kilowatt ou le baril de fuel qui coûte le moins cher, c'est celui qu'on ne consomme pas. On a besoin d'énergie renouvelable, et là peut-être j'ai un débat dans mon propre parti, y compris avec de l'argent public pour la recherche, notamment dans le solaire, mais on a besoin de l'énergie nucléaire fondamentalement. C'est une grande chance que se sont donnés les différents présidents de la Ve République en nous donnant cette indépendance en matière d'électricité. Le Premier ministre doit préciser cette trajectoire de l'énergie la semaine prochaine. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il y aurait l'accent sur le nucléaire et puis une petite pause sur le parc éolien, c'est-à-dire qu'on maintient le parc éolien actuel, on augmente la consommation, mais on ne va pas replanter de nouvelles éoliennes. Est-ce que ça vous convient, puisque les LR se sont souvent battus contre les champs d'éoliennes ? Oui, je pense que ça va dans le bon sens. Je pense qu'il faut marquer une pause sur l'éolien qui crée beaucoup de problèmes, à la fois sur le paysage, mais aussi sur la biodiversité terrestre et maritime, au fond de l'eau, quand on met des pieux en béton. Donc je pense qu'il faut faire attention et s'assurer, s'agissant des parcs d'éoliens, qu'on a l'accord de la population locale, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc une pause sur l'éolien, un soutien que je souhaite à l'énergie solaire. J'ai moi-même, en Savoie, quand j'en étais le président, favorisé la création de l'Institut national du solaire, qui existe sur Technolac à Chambéry. Et je crois qu'il y a besoin des énergies renouvelables, y compris, par exemple, pour assurer l'autonomie énergétique des exploitations agricoles. Alors, on en arrive à la sanction électorale dont on parlait au tout début de l'émission, Arlette. Oui, la défaite du candidat LR... dans une région que vous connaissez bien, la Haute-Savoie, 3e circonscription, à droite depuis 1958. Le candidat Ciotti, soutenu par le Rassemblement national, a gagné. Est-ce que ça signifie que les électeurs ont sanctionné les Républicains ou finalement annoncent peut-être des ententes pour les prochaines législatives ou prochaines présidentielles? La droite se rassemble, mais au profit de la droite la plus extrême? C'est pas ce que signifie cette élection, puisque notre candidat, Christophe Fournier, était en opposition au candidat d'extrême droite, et qu'il a été battu. Ce candidat, d'ailleurs, il est déjà présent, donc ça ne préjuge aucune sorte d'accord. Il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas d'accord. On ne va pas être la béquille. On ne va pas être la béquille. On va pas être la béquille des formations d'extrême droite. Est-ce que ça annonce la disparition des Républicains? Ça, c'est une autre question. Est-ce qu'il y a toujours un besoin de voter LR? Et le paradoxe dans lequel nous sommes, d'ailleurs, c'est que
au moment où nous parlons, les idées que nous défendons en matière d'autorité de l'État, de mettre de l'ordre dans les frontières, dans les comptes publics, dans la rue, la valeur du travail qui doit être privilégiée, et puis d'autres questions qui, moi, me concernent et qui m'intéressent, qui est l'engagement européen, cette famille politique à laquelle j'appartiens depuis De Gaulle, ou les questions d'une écologie raisonnable et responsable. Ces idées-là, elles sont au centre de gravité de la société française. Les citoyens s'arrêtent actuellement à l'endroit où nous sommes. Et c'est à ce moment-là qu'on a du mal à incarner ces idées. C'est un peu la même chose au niveau européen, si je puis me permettre, où on s'aperçoit que les idées françaises, depuis De Gaulle, l'autonomie stratégique, l'indépendance de l'Europe, c'est ce qu'il faut faire. Les événements du monde nous donnent raison, et on a du mal au niveau français à incarner et exprimer ces idées. Voilà les paradoxes. Et ça veut dire quoi, pardon ? Donc s'agissant de la Haute-Savoie, je suis allé d'ailleurs soutenir notre candidat. Il y a une sociologie très particulière. Cette circonscription a été favorable à un courant de droite. Je pense qu'il faut... C'est une cote d'alerte pour nous. Oui, mais comme vous dites plus précisément, il faut incarner des idées. Qu'est-ce qu'ils ont sanctionné exactement là, les électeurs? Ils ont sanctionné des divisions qui existent sur place. Il y avait, pour ça que je vous parle de la sociologie et de la situation politique particulière de cette circonscription et du département. Il y avait des divisions, des gens qui n'étaient pas d'accord et qui auraient dû l'être partout. Des divisions internes. Il y a le président de LR local qui n'est même pas allé soutenir notre candidat. On ne va pas passer cette heure d'émission sur ce sujet. Non, c'est l'avenir de LR quand même, ça vous importe. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est comment... Je me sens comptable pour tout vous dire, parce que quand je suis devenu Premier ministre, avec Bruno Retailleau et beaucoup d'autres ministres que je remercie, et on a redonné un élan à ce parti. Les adhérents sont revenus, les élus sont revenus. Ça a continué d'ailleurs avec Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Je me sens comptable de ça. Comme Mme Bartuchou, je me sens comptable de l'esprit commun que j'avais construit progressivement, pas toujours spontanément, avec les autres formations politiques, Renaissance, Horizon et le Modem et d'autres encore. Je me sens comptable de ça parce qu'il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'on ne gagne pas toujours quand on est unis, mais si on est désunis, au municipal ou au présidentiel, on perdra. Enfin, la désunion locale, la désunion nationale. Oui, c'est tout le monde voit des escarmouches entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Oui, je viens de vous parler de l'union, ou de l'esprit d'union. C'est pas l'uniformité, l'union. C'est être ensemble, passer un contrat, mutualiser un certain nombre de convictions. Ce que j'ai essayé de faire quand j'étais Premier ministre, est-ce que nous avons réussi? Je m'en sens comptable. D'ailleurs, je rencontre très régulièrement des parlementaires, sénateurs ou députés de ces 4 groupes, et ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de travailler ensemble. Encore une fois, on ne gagne pas les municipales si on ne les gagne pas toujours quand on est unis, mais on les perd si on est désunis. Et on perdra les présidentielles si on est désunis. Il faut un seul, puisque vous me donnez l'occasion de vous dire, je pense que le grand enjeu maintenant pour nous, et ce à quoi je travaille, c'est qu'il y ait un seul candidat unique de la droite et du centre aux élections présidentielles au premier tour. Justement, les électeurs cherchent cette incarnation. Est-ce qu'il y a encore un effet Retailleau dans les urnes? Quand il est entré au gouvernement, la droite s'est dit, on a trouvé un champion. Vous avez repris des couleurs dans les sondages et là, patatras, tout semble s'effondrer. Alors est-ce que Bruno Retailleau, c'est encore le bon candidat? Il n'est pas candidat, il ne s'agit pas de désigner le candidat. Est-ce qu'il est le bon président pour les Républicains? Je pense que oui. Et d'ailleurs, le vote qui a eu lieu est extrêmement clair et il a la confiance des militants, il a ma confiance pour diriger ce parti et contribuer à chercher d'abord une plateforme commune d'idées, parce que si vous me permettez, si on veut respecter les gens qui nous écoutent, il faut avant de parler des personnes, parler du projet. Quel est le projet? Quelle est la plateforme de projet politique dont la France a besoin pour se redresser, pour sortir de l'état dans lequel nous sommes actuellement au niveau européen et au niveau national? Ça, c'est la première priorité. Au lendemain des municipales, travailler à une plateforme commune. Et puis le moment viendra, sans doute à l'automne ou à la fin de l'été, de voir quel est celui qui est capable, et je n'ai pas cette réponse aujourd'hui, de porter ensemble et lui-même au nom la formation politique des Républicains dont je fais partie et celle des formations du centre. Mais attendez, je n'ai pas compris. Il faut une primaire LR, puis une primaire étendue à tous les candidats qui sont sur le segment de la droite. Moi, j'ai du mal. J'ai vécu une primaire quand j'étais candidat il y a 2 ans et j'en ai vu les limites. Je ne crois pas que faisable. Les militants doivent se prononcer pour le candidat qu'on soutiendra ou qui sera issu de nos rangs. C'est une chose que de se prononcer. Mais se prononcer pour présenter un candidat LR pour LR, c'est pas suffisant.
il faut se prononcer pour Donc, un pas de candidat primaire LR. républicain capable d'être soutenu au premier tour par des forces du centre pour être deuxième au premier tour des présidentielles et être premier au deuxième tour. Alors, Voilà ce dont il encore une s'agit. fois, par respect pour ceux qui nous regardent. Donc, un système de désignation par vote du candidat LR qui ensuite sera en compétition avec d'autres candidats de la droite et du centre pour la. Pourquoi en compétition? Pourquoi ne pas imaginer que tous ces candidats, il y en a beaucoup, peut-être trop, ne se retrouvent pas ensemble dans une sorte de conclave pour discuter et essayer de choisir entre eux celui ou celle qui serait la mieux placée pour représenter au premier tour l'ensemble des formations des Républicains et d'une partie du centre. C'est ça, c'est bien clair. Vous dites qu'il faut un seul candidat ou candidate pour la droite et le centre, un seul qui se mette d'accord. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Voilà, c'est ça qu'on. Et regardez d'ailleurs, le réalisme nous conduit à cela. Regardez les chiffres. Vous aurez un candidat d'extrême droite qui sera de toute façon qualifié pour le deuxième tour, qui est capable d'être deuxième au premier tour pour être premier au deuxième tour. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les LR n'y arriveront pas tout seuls. Il faut donc une alliance, comme d'ailleurs ça s'est passé autrefois. Je me souviens, mesdames, vous qui avez aussi de l'expérience politique, de la discussion que M. Pompidou, il y a très très longtemps, a eu avant le premier tour des présidentielles de 69 avec une partie des centristes pour faire un contrat de gouvernement. C'est ça dont je parle. Est-ce que vous excluez totalement d'être candidat ? Mais pour répondre à cette question, il y a 3 points. J'ai d'ailleurs évoqué ces 3 questions que tout candidat doit se poser. Est-ce que je suis capable d'être président de la République ? C'est pas négligeable de se dire, est-ce qu'on est capable d'avoir la lucidité vis-à-vis de ceux qui nous regardent, le respect des citoyens ? Est-ce que j'ai le bon projet pour redresser ce pays ? Et enfin, est-ce que je peux rassembler au-delà de mon camp pour être présent au deuxième tour? Je n'ai pas la réponse à ces questions. Donc je ne souhaite pas qu'on personnalise la question. Je suis prêt à être utile et de toute façon, je participerai à ce débat. C'est pour ça que j'ai souhaité revenir à l'Assemblée nationale pour être présent dans cet hémicycle. Mais je pense que la priorité, c'est de passer le cap des municipales et de montrer l'importance et la nécessité de l'union. On ne gagnera les municipales à Lyon, à Paris ou ailleurs que dans l'Union au deuxième tour. Une autre question. Et puis de préparer un projet, par respect pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, par respect pour les citoyens, un projet capable de redresser la France. Et j'ajoute une dernière chose, c'est qu'il faudra au prochain président de la République de la ténacité, de la compétence et du courage. Voilà, donc pour le portrait, on fait une pause et on y revient dans un instant et on parle Europe et Trump. Michel Barnier, notre invité avec Le Parisien dans En toute franchise. Marion, on revient sur une des phrases de ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y aura pas d'union avec le Rassemblement national. Oui, or Jordan Bardella hier soir annonçait son souhait pour les municipales, en tout cas au second tour, de contrer la gauche et l'extrême gauche par des listes d'union. Donc c'est d'une certaine manière une main tendue aux Républicains. Est-ce qu'il faut s'allier avec le Rassemblement national au second tour des municipales ? Il faut tout faire pour être convaincant et dans un certain nombre de villes où la gauche a mal géré, et géré depuis trop longtemps, c'est le cas à Paris, voilà pourquoi je soutiens Rachida Dati, ou à Lyon, avec M. Aulas, il faut gagner. Après, j'entends ce que disent les leaders des uns et des autres, moi je ne plaide pas et je ne plaiderai jamais pour une alliance avec les formations d'extrême droite. M. Bardella, pas plus que quiconque, n'est propriétaire de ses voix. Hein. Mais si vous avez LFI en face de vous, en face des Républicains ? Mais on vote républicain. Moi, je vote républicain sans problème. Mais est-ce que vous dites aux électeurs LR, ne votez pas RN ? Mais moi, je ne vais pas me situer dans cette situation. Je vais me battre pour qu'il y ait des candidats LR, des candidats LR alliés aux centristes un peu partout. Voilà. Bien sûr, mais enfin, vous voyez bien, c'est le cas aussi à Paris. À Paris, oui. Arlette ? Un second tour, si effectivement il faut remporter la mairie, est-ce qu'il y a une alliance possible, un accord possible, par exemple avec Sarah Knafo, qu'il faut envisager ? Écoutez, laissez-moi vous dire que Rachida Dati a le tempérament, la compétence, elle a la formation, elle l'a montré dans le 7e arrondissement, elle l'a montré au gouvernement pour incarner et personnaliser l'alternance dont la ville de Paris a besoin après tant d'années de gestion socialiste et verte. Et donc je vais me concentrer sur le soutien que j'apporte à
Madame Dati, et d'ailleurs que j'apporte aussi dans les 3 arrondissements dont je suis le député, à Rachida Dati dans le 7e, à Monsieur Lecoq dans le 6e et à Madame Berthoud dans le 5e arrondissement. Donc j'ai pas de problème avec ça et je pense pas qu'il faille perturber cette élection en parlant d'alliance Madagnafo. Elle a des qualités politiques, à coup sûr, sinon elle serait pas là où elle est. Maintenant, le prix à payer pour jouer ce rôle. Attendez, vous me parlez de Madagnafo, je vais vous dire un modèle. Ouais. Le prix qu'elle paye ou qu'elle a payé, je ne sais pas si c'est un prix qu'elle paye vraiment, c'est d'être alliée au Parlement européen avec le parti d'extrême droite, l'AfD, qui est d'ailleurs à plusieurs égards un parti d'inspiration néo-nazie. Pas question, c'est aussi simple que ça. Oui, parce que Sarah Knafo, dans les sondages, elle séduit une partie de la droite parisienne. Oui, vous dites quoi? Vous dites, je veux pas donner d'ordre aux électeurs, mais vous pourriez afficher un principe ferme qui est non, on ne s'allie pas avec Sarah Knafo. Mais je viens de vous le dire. Je viens de vous dire que, en tout cas, Mme Knafo, en ce qui me concerne, ne peut pas faire l'objet d'une discussion puisqu'elle est alliée actuellement, on verra le jour où elle changera d'avis, elle est alliée au Parlement européen un parti d'extrême droite que même Madame Le Pen considère comme trop radical. C'est dire, c'est un parti d'inspiration néo-nazie en Allemagne. Il n'est pas question, il faut une clarification et pour l'instant elle n'a pas eu lieu. Elle a du talent, Sarah Knafo. Je viens de vous le dire, elle a des qualités politiques, mais ça ne suffit pas. Est-ce que pour vous c'est un feu de paille ou est-ce qu'elle a un avenir et elle pourrait mordre les mollets de, par exemple, Jordan Bardella, si ça devait... Ça c'est leur problème. Je préfère me concentrer sur qu'est-ce qui fait que les Républicains, qui sont une formation de droite républicaine et dont on a besoin. Je vous ai dit que le centre de gravité du débat politique peut porter exactement sur nos idées actuellement. Qu'est-ce qui doit être fait pour que les Républicains redeviennent un parti, comme on a commencé de redevenir, un parti qui attire et qui donne confiance aux citoyens. Et puis comment on maintient l'unité avec d'autres formations qui sont au centre. Non, mais on va passer à la situation européenne, mais juste un mot, parce que tout le monde, et ça se dit beaucoup évidemment, mais ça s'observe, LR est menacé par le Rassemblement national, c'est une évidence aujourd'hui, et vous partagez cette crainte. Et donc, vous avez un discours finalement assez prudent par rapport à cet électorat LR qui pourrait être tenté par le Rassemblement national. C'est terminé le temps des digues, le temps des... Non, je ne suis pas prudent à l'égard de cet électorat LR. J'essaie de le convaincre et j'essaie de tenir un discours, comme je l'ai fait quand j'étais Premier ministre, de vérité, de dignité, de respect des valeurs qui sont les nôtres et qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de l'extrême droite et qui doit redonner confiance à des électeurs qui nous ont quittés pour aller voter pour M. Zemmour ou pour Mme Le Pen, d'autres qui nous ont quittés pour aller voter au centre, d'autres qui ne veulent plus voter. Parce qu'il y a dans ce pays actuellement un sentiment de défiance que moi je ne l'ai jamais vu dans le pays à l'égard de la politique. À quoi ça sert de faire de la politique? Alors je dis aux gens que je rencontre, aux jeunes notamment, si vous ne vous occupez pas de politique, c'est elle qui s'occupe de vous. Donc engagez-vous. Mais il y a actuellement un très grand sentiment de défiance et même de violence, d'animosité, de haine. Bon, je vois à l'Assemblée nationale, l'autre jour, dans des débats clivants, sans doute sur l'Algérie ou sur les frères musulmans, j'ai vu un climat de pré-insurrectionnel entre l'extrême droite et l'extrême gauche. De violence, de haine totale, c'est pas possible. Il faut retrouver de la conscience et de la responsabilité, c'est ce que j'essaye de dire, et de montrer aux électeurs qui nous ont quittés, par déception, par colère, par l'indifférence, il faut retrouver de la confiance dans notre discours. Pardon pour la question rustique, mais pour prolonger ce que disait Marion, entre Mélenchon et Bardella, vous votez quoi? Moi, pour l'instant, je ne vote pas. Vous allez à la pêche? Non, je ne vais pas à la pêche. Je souhaite éviter que cette situation se produise. C'est pour ça, écoutez-moi, je ne vais pas faire des élucubrations et des stimulations. Le choix que nous avons, c'est précisément d'éviter cette situation. Tout annonce ce choix aussi. Qui ça? Jean-Luc Mélenchon face à Jordan Bardella, puisque le bloc central... Mais c'est précisément ce qu'il nous faut éviter. Je ne vais pas me résigner, excusez-moi, je ne vais pas me résigner à cette situation que certains annoncent, comme vous le dites, Mme Mourgue, d'un deuxième tour entre M. Mélenchon et M. Bardella. Non. Les Français méritent un autre choix et nous allons nous battre pour qu'il y ait un candidat de la droite et du centre présent au deuxième tour. Trump et l'administration américaine ont un projet maintenant qu'on a bien identifié qui est de détruire l'Europe. Arlette. Oui, projet partagé avec la Russie. On dit à chaque fois l'Europe doit se réveiller.
Vous dites l'Europe peut-être a été trop naïve. Comment peut-elle se réveiller, cette Europe, face à la double menace venue de Washington et de Moscou? Différentes les menaces, mais aujourd'hui, nous sommes coincés. Non, Madame Chabot, vous avez raison de dire, ce que je pense d'ailleurs depuis longtemps, c'est que c'est la première fois depuis 65 ans que les deux grandes puissances qui sont à l'est et à l'ouest de l'Europe veulent nous détruire, pour des raisons différentes d'ailleurs. M. Poutine veut nous détruire au nom d'un vieux rêve de la Grande Russie, mais aussi parce que nous sommes un pôle d'attraction démocratique. Les peuples de l'Est nous ont rejoints, c'était leur choix et leur courage. D'autres peuvent le faire, et c'est ce que craint M. Poutine. On peut parler de l'Ukraine qui veut nous rejoindre, mais aussi de la Biélorussie, peut-être de certaines parties de la Russie. Donc il veut casser ce modèle démocratique qui attire les citoyens emprisonnés sous le joug de son pouvoir. Et puis de l'autre côté, vous avez Trump entouré de financiers, de spéculateurs, de milliardaires qui veulent nous détruire parce que nous sommes un pôle de gouvernance qui résiste. La zone euro, le marché unique, 450 millions de consommateurs, 22 millions d'entreprises, c'est un pôle de gouvernance. On ne fait pas n'importe quoi. Quand une entreprise américaine vient chez nous, elle doit respecter les règles européennes et être supervisée par les institutions européennes. Et il veut nous détruire. Donc, oui, on a c'est existentiel la situation aujourd'hui. Donc, nous appuyer sur le marché unique et mieux l'utiliser que nous l'avons fait dans les mois passés. Je pense que on n'a pas bien utilisé la force du marché unique, notamment dans les négociations commerciales avec M. Trump. Je trouve que Ursula von der Leyen, oui, je parle de la présidente de la Commission européenne qui a, peut-être parce qu'elle n'avait pas la liberté de le faire ou le soutien pour le faire, n'a pas su s'appuyer sur la force que donne le marché unique et résister, comme les Chinois l'ont fait, à l'agressivité commerciale américaine. Et puis il y a des leçons à tirer en termes d'organisation de l'Europe, notamment sur ces nouveaux grands enjeux de la défense, de la sécurité et de l'intelligence. Donc voilà pourquoi, par exemple, je plaide, et je réfléchis beaucoup à ce que pourrait être un nouveau cadre pour l'action extérieure de l'Europe, qui serait un Conseil européen de sécurité, réunissant les grands pays engagés en matière de défense, la France, l'Italie, dont on serait bien inspiré d'être un peu plus proche, l'Allemagne, la Pologne, d'autres encore, le Royaume-Uni qui n'est plus dans l'Union européenne, la Norvège qui ne l'est pas, même si elle est dans le marché unique, ou l'Ukraine un jour. Ces pays pourraient former un Conseil européen de sécurité et mettre ensemble leur intelligence, leur stratégie, leurs réflexions, leurs moyens, leurs initiatives en matière de défense, de sécurité, y compris peut-être dans des domaines qui sont ceux de l'indépendance de l'Europe à partir d'aujourd'hui. La recherche quantique, l'intelligence artificielle, il va falloir beaucoup investir, beaucoup emprunter pour être indépendant. Voilà c'est à côté de l'Union européenne, Michel Barnier. Il serait à côté. Certaine manière, c'est un peu l'échec où ça montre quand même que l'Union européenne n'est vraiment pas parfaite. Bien sûr qu'elle n'est pas parfaite. Alors moi, je suis passionnément européen oui, et définitivement et passionnément patriote et européen, mais il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. De là à jeter le bébé avec l'eau du bain, non, faites attention, parce que si, comme on suit, voilà un point de désaccord fondamental avec les partis d'extrême droite, quels qu'ils soient, qui sont des partis nationalistes, ou l'extrême gauche, nous devons préserver l'ensemble européen, sinon on est foutu. Sinon on est définitivement sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. Moi je ne me suis pas engagé. Qui peut être le promoteur de ce conseil que vous proposez? Il n'y a jamais eu en Europe, même s'il y a eu beaucoup de leaders importants dans le passé, il n'y a jamais eu un seul leader de l'Europe. Il y a toujours un collectif. Et donc je pense que le chancelier Merz, allemand, le président français, celui d'aujourd'hui ou celui de demain... Il a le temps, Emmanuel Macron, dans l'année qui lui reste? Oui, il a le temps. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. M. Macron a fait des choses utiles et je veux le dire en tenant sa place lorsqu'il a réuni la coalition des volontaires l'autre jour à propos de l'Ukraine. C'est dans cet esprit-là que les pays volontaires devraient se réunir, créer un nouveau cadre pour leur action extérieure. Comment vous réussissez à construire cette union, sachant que les pays européens n'achètent pas toujours du matériel européen? Et, je vous ai dit moi-même, l'Europe n'est pas parfaite, il y a plein de choses à changer, notamment la naïveté européenne, l'incapacité. Il y a encore quelques années, quand j'étais commissaire européen, le mot de politique industrielle, la souveraineté industrielle, j'y pense qu'hier j'étais à Annette, en l'Eure-et-Loire, pour rendre hommage à Olivier Marleix, dont c'était le combat, celui de l'indépendance industrielle et de l'indépendance nationale dans ce domaine. C'était un gros mot.
l'indépendance, la politique industrielle. Ça ne l'est plus. Donc les choses progressent. Et donc il y a plein de choses à corriger, notamment sur la naïveté commerciale, la capacité d'investir ensemble. L'outil anti-coercition, il faut le dégainer. Oui, je pense que c'est le moment d'agiter cette menace très clairement. Cet outil existe pour pénaliser, et pas seulement, si je puis me permettre, à l'égard des États-Unis qui nous agressent. Au contraire de toutes leurs traditions et même de leur intérêt. Je me demande d'ailleurs combien de temps il faudra, combien de crises il faudra pour que M. Trump se rende compte qu'en agressant les Européens, il décourage ses meilleurs amis et il contredit les intérêts propres des États-Unis. Mais la Chine qui est un très grand pays avec lequel nous devons avoir des relations, là aussi il y a trop de naïveté. Je rencontrais l'autre jour en Mayenne une industrie qui est un des numéros 1 de la machine-outil et le président de cette société me disait qu'au rythme actuel des importations chinoises, il n'y aurait plus d'industrie de machine-outil ni en Allemagne ni en France dans quelques années. Donc on ne peut pas accepter ça. Donc on doit se battre, résister et c'est pas un gros mot, Madame Martichoux, que de dire qu'on a des intérêts. On a des valeurs, on a la charte des droits de l'homme, on a des valeurs démocratiques, à coup sûr. Mais ça ne suffit pas. Il faut définir nos intérêts et les défendre sans naïveté. Et d'un mot, qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Parce que vous dites, quand j'étais commissaire européen, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Qu'est-ce qui s'est défait à l'intérieur de l'Europe? Parfois, la bureaucratie. L'arrogance à Bruxelles, le manque de collectif, le manque de collégialité. Et puis, il y a des choses qui progressent. On a plutôt bien résisté aux dernières crises, sur le Covid, sur le Brexit. J'en sais quelque chose. C'était existentiel, le Brexit. Soutenu d'ailleurs par les Américains, par certains Russes aussi, dans la campagne du référendum. Donc, il y a des choses qui progressent, une prise de conscience qui progresse. Et donc, moi, j'ai plutôt confiance dans la capacité des Européens. Je pense que l'un des enjeux de l'élection présidentielle, c'est précisément qu'on évite d'avoir un débat trop hexagonal, qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, qu'on relève la ligne d'horizon. Il faudra examiner les candidats à la présidentielle sous l'angle de leurs propositions à l'international. Oui, parce que vous avez, on aura l'occasion juste un mot vous avez des menaces, des enjeux qui ne sont pas les nôtres. Il y a des problèmes français que seuls les Français pourront et devront régler. Les conséquences des 35 heures, le déficit abyssal, le manque de compétitivité, le manque d'unité nationale, l'insécurité. Ça, ce sont nos problèmes. Il n'y aura que les Français qui pourront les régler par eux-mêmes. C'est le premier signe de courage dont il faudra faire preuve. Mais il y a aussi des problèmes européens et internationaux, le changement climatique, l'islamisme, la pauvreté en Afrique, la puissance incroyablement forte des grandes entreprises numériques ou des grandes entreprises financières. Comment on se protège contre ces enjeux globaux en étant ensemble? Voilà ce que je pense. Ce sera un enjeu évidemment pour la présidentielle. Frédéric Delpech nous rejoint pour ces questions du tac au tac. Mais d'abord Marion, une question concernant les Jeux Olympiques. On vous est très attaché aux Jeux Olympiques. Ils ont commencé en Italie, les JO d'hiver, et dans le même temps on organise ceux de 2030 en France. Alors ça flotte un peu dans le comité d'organisation, et Edgar Gros-Piron, qui est à la tête de ce comité d'organisation, est sur la sellette. Il y a eu un certain nombre de démissions. Est-ce que ce poste pourrait vous intéresser ? Non. Poursuivre l'organisation. Non, mais j'ai déjà donné, si je puis dire. Avec succès. J'étais avec Jean-Claude Killy, l'animateur, et tant de volontaires, 8000 volontaires formidables, les Jeux d'Albertville qui ont été une grande réussite. Je sais donc que c'est pas facile d'organiser des Jeux. Madame Bourg, ce que je veux vous dire, c'est toujours compliqué. Surtout ceux-là qu'on organise avec deux grandes régions, la région du Grand Sud, M. Muselier, la région Rhône-Alpes-Auvergne avec M. Pankouk, les élus, les départements. C'est très compliqué. Donc c'est pas anormal, même si j'aurais souhaité que ça soit plus serein, qu'il y ait des turbulences, des ajustements, des gens qui partent. Elles sont nombreuses actuellement. Et moi, je maintiens ma confiance à Edgar Gros-Piron, que nous avons choisi, et je recommande qu'on l'aide plutôt que de le critiquer. Frédéric Delpech, bonjour. Vos questions du tac au tac, des questions courtes et des réponses courtes. La loi fin de vie revient à l'Assemblée, les députés vont se prononcer. En commission, ils ont rétabli l'aide à mourir que les sénateurs avaient supprimée. La position de votre groupe, est-ce que vous soutenez ? Non, aujourd'hui, nous ne soutenons pas ce texte tel qu'il est arrivé au point où il est. Et vous savez, alors, oui, non, sur une question aussi grave qui pose tant de questions de conscience. Il y a la question des soins palliatifs. La loi Leonetti. Moi, j'aurais préféré, plutôt que d'ouvrir ce débat qui va diviser, qu'on améliore encore la possibilité pour tous ceux et toutes celles qui en ont besoin d'accéder aux soins palliatifs partout et en tout temps. Là, il y a beaucoup de progrès, mais soigner, c'est pas aider à mourir. Donc, je suis plein de doutes sur cette question. Et je trouve que le point où nous sommes arrivés dans ce texte
texte pose de vrais problèmes de conscience. Voilà. Il y a un autre texte qui arrive à l'Assemblée cette semaine, c'est le retour de la loi Duplon, qui avait été censurée. Est-ce que vous allez la voter ? J'ai été ministre de l'Environnement d'abord, puis des Agriculteurs. J'en reste fier. Et j'ai dit à cette époque, à ces deux époques-là, la même chose. Les premiers écologistes, ce sont les paysans. Et c'est pas par plaisir qu'ils utilisent des pesticides. Donc ils sont prêts et ils font beaucoup d'efforts, y compris dans les secteurs concernés par les propositions de M. Duplon. Par exemple, la noisette ou les betteraves. Ils font des efforts pour trouver des solutions alternatives. Mais ils ne les ont pas. Nous sommes dans une impasse technique. Et à quoi ça sert d'interdire, nous, seuls, tel ou tel pesticide dans des conditions encadrées, alors qu'on importe du sucre et des betteraves de Belgique ou d'ailleurs. Donc je pense qu'on peut autoriser dans certaines conditions, comme les autres pays européens le font, certains pesticides en recherchant à dépasser cette impasse technique. Si on continue à ostraciser les agriculteurs, à mettre des anathèmes sur la profession, il ne faudra pas s'étonner qu'on perde ce qui était un des principaux atouts de la France, c'est-à-dire cette capacité de production et d'autonomie et d'indépendance alimentaire. Donc vous allez la voter. Il y a une... Je verrai d'abord ce qu'il y a dedans au bout de la route. Voilà. Un appel aujourd'hui publié dans la Tribune, instaurer une proportionnelle. François Hollande, Elisabeth Borne, même des constitutionnalistes l'ont signé, cet appel à la proportionnelle avant 2027. Est-ce que c'est une bonne idée ? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que la proportionnelle soit nécessaire et je trouve qu'on a autre chose à faire. La proportionnelle, c'est l'instabilité garantie et permanente. On souffre depuis la fameuse dissolution de juillet 2024, on souffre de cette instabilité qu'a provoqué cette dissolution. Je ne crois pas qu'on doive la rendre permanente. Voilà. Je plaide davantage pour un président de la République de la droite et du centre capable d'entraîner ce pays et d'avoir une majorité absolue pour le soutenir. Quel regard vous portez sur la démission proposée par Jacques Lang à la tête de l'Institut du monde arabe ? Vous dites il a bien fait, il n'avait pas d'autre choix. Ou est-ce que vous comprenez sa position difficile aujourd'hui ? Je pense que c'était absolument nécessaire qu'il quitte cette fonction pour préserver la réputation de l'Institut du monde arabe. Et vous savez, au-delà de ce dossier que je ne connais pas, des amitiés ou des complicités entre M. Lang et tel ou tel autre et M. Epstein, ce qui est le plus grave, c'est que ça touche au sentiment d'impunité que les Français ont, à la fois de la petite délinquance, des gens qui sortent de prison après avoir commis des délits, et puis les puissants. Et ce sentiment d'impunité, il est insupportable. C'est lui qui donne du carburant au vote dégagiste ou au vote populiste. Et il faut faire très attention à ça. Au manque d'exemplarité. Emmanuel Macron n'aurait pas dû le renommer, alors, il y a quelques années. Beaucoup de gens sont étonnés que M. Le Drian ne soit pas choisi à la place de M. Lang, mais c'est une autre question. Tout ça, c'est du passé. Encore une fois, il faut faire très attention au sentiment d'impunité qui est insupportable pour les citoyens français actuellement. Dernière question, très vite. Écoutez, de Washington, on dénonce l'effacement de l'Europe, on annonce l'effacement de l'Europe et on se réjouit près de Donald Trump de la montée des partis patriotiques en Europe. Ça vous inquiète ? Bien sûr que ça m'inquiète. D'abord des agences américaines qui ne sont pas nouvelles. Est-ce que ces partis sont patriotiques ? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont nationalistes. Je repense à une phrase de François Mitterrand qui disait « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et je pense qu'il avait raison. Moi, je suis patriote. Je n'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir de tel ou tel leader d'extrême droite. Mais je suis aussi européen. Je pense d'ailleurs qu'être patriote aujourd'hui, c'est sur certains sujets que nous contrôlons, il faut de l'influence française et pas de la faiblesse française. Et il faut être ensemble au niveau européen. Il y a un péril ou pas ? Dans un an, que la France se dote effectivement d'un président ou d'une présidente de cette mouvance. Oui, bien sûr qu'il y a un péril, parce qu'on connaît bien les idées de M. Bardella ou de Mme Le Pen. Quand le référendum du Brexit... Ils sont dangereux ? L'Europe est en danger avec eux. Quand Mme Le Pen s'exprime le soir du référendum du Brexit, vous savez ce qu'elle dit ? Elle dit « Bravo aux Anglais, faisons la même chose un jour ». Et ils se sont retirés, ils se sont extraits de la servitude européenne. Moi, je n'ai jamais entendu
Mme Martichoux. Je n'ai jamais entendu Mme Le Pen ou M. Bardella dire que ce jour-là, ils se sont trompés. Les Anglais pensent qu'ils se sont trompés aujourd'hui. Mais eux, ils n'ont pas changé d'opinion. Voilà. Donc il faut faire attention au projet européen en même temps qu'à notre pays. La République est fragile aujourd'hui. Il faut faire très attention. Et l'Europe est faible et il faut faire attention aussi. Merci beaucoup Michel Barnier d'avoir été avec nous dans En toute franchise sur LCI avec Merci à Le vous. Parisien. On se retrouve la semaine prochaine.